Il y a 51 ans, la Minerve, fleuron des sous-marins français, disparaissait dans des conditions mystérieuses au large de Toulon. Un engin qui plonge même seulement à quelques centaines de mètres sous la surface de la mer est plus isolé qu'une fusée qui va sur la Lune. Pour la Marine nationale et les familles, c'est un énorme coup dur. On était suspendus toute la journée au poste à écouter les nouvelles. Des recherches de grande envergure sont lancées au sud de Toulon. Une immense armada traque le moindre indice. Il y a véritablement un élan, mais aussi l'emploi de moyens exceptionnels, comme je n'avais jamais vu avant. Tant qu'on pense que les hommes peuvent encore être vivants, on cherche. Malheureusement, avec les jours qui passent, l'espoir disparaît. Jusqu'à la fatidique nouvelle. J'ai vu ma mère s'écrouler brutalement dans le canapé. Et puis elle m'a dit immédiatement, ton papa est mort, son sous-marin a coulé. Des obsèques nationales pour une tragédie nationale. Charles de Gaulle, le président de la République, incarne le chagrin de toute une nation. J'avais conscience, bien sûr, que tout était fini, là. Pas de corps, pas d'épave. Une question hante toutes les familles. La Minerve va-t-elle vraiment couler? L'hypothèse la plus dingue, c'était le fait que les Soviétiques l'avaient kidnappé pour l'amener en Sibérie. Alerte! Si elle a sombré, pourquoi les recherches du sous-marin ont-elles été arrêtées? Ce que je voudrais vraiment savoir, c'est ce qui s'est passé. Parce que ça, moi, j'y pense tous les soirs en me couchant. L'omerta de l'armée est tellement profonde que pendant 30 ans, les proches des victimes ne sauront plus rien de la Minerve. J'étais absolument au courant de rien. Je vais vous dire, on a été complètement lâchés. Grâce à un combat acharné, les familles obtiennent enfin justice. Il y a un événement qui ne s'était jamais produit depuis 68. Les familles se retrouvent. On a formé un bloc et ça nous a permis d'avancer. De nouvelles recherches de l'épave de la Minerve sont lancées. Ma main, c'est à peu près 100 km². C'est à peu près la superficie de la ville de Paris. Ça reste un travail délicat pour des drones qui vont travailler de façon autonome. Pour la première fois depuis un demi-siècle, l'État, au plus haut sommet, dégage des moyens colossaux pour la retrouver. Les plus hautes autorités de la marine ont fait leur job. Si notre analyse s'avère exacte, il y a de fortes chances que le sous-marin soit retrouvé. C'est une probabilité très forte, c'est de l'ordre en effet de 9 chances sur 10. Mais que vont repérer les drones, ces robots sous-marins par plus de 2000 mètres de fond? La découverte de l'épave apaisera-t-elle enfin la douleur des familles? Que s'est-il passé le 27 janvier 68? Peut-être qu'on ne le saura vraiment jamais. Sous-marin la Minerve, 50 ans de mystère. En 1958, la France se lance dans la construction de sous-marins de haute performance, une série baptisée les Daphné. Précurseurs des sous-marins nucléaires, ils sont capables de plonger jusqu'à 300 mètres dans un silence quasi absolu. Et surtout de tirer 12 torpilles, par l'avant et par l'arrière. La Minerve fait ainsi partie d'une flotte hors du commun. Le parfait exemple de la haute technologie. Et pourtant... Dans la nuit du 27 janvier 1968, la Minerve fait route vers le sud, au large du Cap Sissier, à environ 35 km de Toulon. Elle doit procéder à des exercices en contact avec un avion de patrouille maritime. Ce jour-là, la mer est déchaînée. Le Mistral souffle violemment, force 9 à 10. Un breguet atlantique de la base de Nîmes-Garons, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, est en aplomb de la Minerve, à basse altitude.
À 7h55, la liaison entre le sous-marin et le Breguet Atlantique est brutalement interrompue. Les derniers mots échangés ne laissent pourtant prévoir aucun danger. L'avion. Je compte annuler la calibration radar à 8h. La Minerve. Je comprends que vous annulez la calibration radar. Répondez. L'avion. Affirmatif. Puis plus rien. Le grand silence. Le Breguet interrompt ses rotations. À bord, les pilotes sont persuadés que la Minerve rentre au port. Elle est déjà en immersion. La mission se poursuit comme si de rien n'était. Le Breguet Atlantique reprend le cap de sa base, après 2 appels radio sans aucune réponse du navire. Un autre contact radio, mais cette fois-ci de la base sous-marine de Toulon, restera lui aussi sans réponse. La nuit enveloppe la ville. Il est 20h, calme plat. Les marins de permission sont rentrés chez eux. La Minerve doit rejoindre son mouillage d'un instant à l'autre. Mais son quai reste vide. Rien d'anormal, les retards sont fréquents pour les retours de mission. Mais l'état-major lance l'alerte sous-marin disparu à 2h15. Aucune communication à la presse. Ce n'est que le lendemain que l'ordre est donné d'informer les journalistes. Reporter au Méridional, spécialiste de la Marine nationale, Gabriel Geoffrey s'étonne d'entendre des consignes lancées par mégaphone dans les rues de Toulon, alors qu'il ne sait rien de la Minerve. Soudain, dans l'après-midi, nous entendons un appel. Officiers mariniers, quartier-maîtres et marins, rejoignez immédiatement le Clémenceau. Branle-bas de combat en ville. Pour la plupart en permission, tout ce que la ville compte de marins s'engouffre sur le porte-avions Clémenceau et dans d'autres navires. Une seule consigne, retrouver la Minerve. Les zones de recherche sont importantes. Plusieurs centaines de kilomètres carrés entre les îles d'Hyères et Toulon. Des secteurs où la Minerve est censée mener sa mission. 25 bateaux en mer, des flottilles de Breguet et d'hélicoptères dans les airs explorent les secteurs désignés à la recherche du moindre débris, de la plus petite des taches d'huile. Donc il y a véritablement un élan de générosité d'apport de la part des équipages, mais aussi l'emploi de moyens exceptionnels comme je n'avais jamais vu avant. Il y a énormément de bateaux, il y a des railleurs de mines, il y a des escorteurs rapides, il y a des escorteurs côtiers. On avait même envisagé, dans le cas où il reposerait sur le fond, de frapper des manches à air sur sa coque de façon à insuffler de l'air frais pour régénérer l'atmosphère du sous-marin. En ville, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Un sous-marin aurait disparu. L'urgence, avertir les familles. Mais pas question de dramatiser la situation. Thérèse Sherman-Descamps attend son mari. Il est second maître, officier marinier de la Minerve. Il devait rentrer la veille. Et ce dimanche-là, une fête de famille était prévue. J'ai pas fait au début très attention à tout ce bruit. J'étais tellement occupée j'étais heureuse de voir qu'il rentrait et de faire cette fête en fait en famille. Et au fur et à mesure, évidemment, j'entendais les sirènes et les appels. Ça m'a paru, j'ai pas compris. Et j'ai compris quand ce militaire est venu à la maison et il me dit, Madame, votre mari aura du retard. Et j'ai compris qu'il rentrerait pas. C'est pas vrai, il n'a pas de retard. Il va pas rentrer. J'ai compris qu'il se passait quelque chose et j'ai réalisé avec les appels dans Toulon, les bruits, les bateaux qui cornaient. Donc j'ai compris qu'il y avait un accident. Dans l'après-midi du 28, les investigations s'intensifient. Mais les résultats des recherches sont parfois dérisoires. Des bouts de ferraille, des sacs plastiques, des morceaux de tôle. Aucun lien avec la Minerve. C'est le premier sous-marin disparu dont on est sans nouvelles depuis plus de 24 heures. L'angoisse monte d'un cran. Comment signaler à la famille du lieutenant de vaisseau André Fauve, qui dirige la Minerve depuis le 7 janvier, que la campagne de recherche n'a toujours rien donné? Hervé Fauve, fils du commandant, se souvient de chaque détail d'une visite qu'il n'est pas prêt d'oublier.
J'ai vu ma mère s'asseoir, plutôt s'écrouler brutalement dans le canapé. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passait parce que c'était la première fois que je la voyais pleurer. Et puis elle m'a dit immédiatement « Ton papa est mort, son sous-marin a coulé ». La Minerve a donc disparu depuis plus de 24 heures. Et si certains ont perdu tout espoir, d'autres attendent un miracle. Début 68, Martine Koustal est une jeune fille de 17 ans. Marcel, son fiancé du même âge, vient de s'engager dans la marine à Toulon, comme matelot. J'étais chez mes parents et je préparais, entre guillemets, la noce de la semaine d'après. J'attends un bébé et nous devions nous marier le jour de la fête du village, c'est-à-dire le samedi de février. Et j'ai eu la surprise de voir arriver mon beau-père, M. Koustal, le père de Marcel. Je pensais qu'il venait voir pour les préparatifs, s'il fallait un coup de main, et j'ai vu qu'il n'était pas trop content. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, est-ce que tu l'as fâché? Est-ce qu'il n'est pas content de ce que tu lui racontes? Il est parti sans rien me dire. Et il n'est revenu que le lendemain, le dimanche. Il n'avait pas osé m'annoncer la nouvelle, puisque moi, je ne l'ai appris que le lendemain. À l'époque, on ne regardait pas la télévision comme on le fait maintenant, et je ne savais pas ce qu'il venait de se passer. La nuit est tombée sur Toulon. Les recherches en mer se sont interrompues. Le quartier maître Daniel Potier n'est pas rentré à la maison. Mais Valérie, 3 ans, et sa sœur Ghislaine, 5 ans, imaginent que leur père est invincible, qu'il arrivera d'un instant à l'autre. Maman nous a dit qu'elle avait piqué, qu'elle est rentrée dans beaucoup de chagrin. Enfin bon, elle a beaucoup pleuré ce jour-là. Et puis après, c'était le déni, parce que papa lui avait toujours dit qu'il réussirait à sortir quoi qu'il arrive. Les heures défilent comme un terrible compte à rebours. Et toujours aucune trace de la Minerve. Mais la marine ne s'arrête jamais. Les recherches sont donc confiées à un homme d'expérience, le capitaine de vaisseau Antoine Sanguinetti. Du haut de la passerelle du Clémenceau, il ne lâche rien. Oui, les sous-mariniers peuvent encore s'en sortir. Quand un sous-marin se trouve au fond, il a évidemment un tas de moyens de se manifester et nous avons, nous, un tas de moyens de le rechercher. Avec mes moyens à moi, je ne participe qu'en partie à l'opération, bien sûr. Un sous-marin au fond peut avoir été crevé, auquel cas des objets s'échappent du sous-marin et remontent en surface. Il peut volontairement, s'il y a encore des hommes vivants au fond et dedans, balancer un certain nombre d'objets par ses tubes lance-torpilles ou par quelque chose de similaire. Il peut tirer des fusées. Il peut appeler par téléphone sous-marin avec une très faible portée, bien sûr, mais il peut appeler. On peut le détecter avec un sonar de recherche de sous-marin si les fonds sont adéquats. Pas le moindre indice. Un mince espoir subsiste. Que la Minerve se soit échouée sur des fonds compatibles avec la résistance de sa coque. Et que les hommes se libèrent eux-mêmes de ce qui ressemble de plus en plus à une sépulture. À 21h le 28 janvier, alors que les recherches ont commencé le matin même, l'état-major de la marine invite les journalistes à la préfecture maritime pour une conférence de presse. On peut se demander, dans la situation actuelle, pendant combien de temps la Minerve, à condition que sa coque épaisse soit encore entière, peut vivre. Je crois que les sous-marins posés sur le fond auraient environ une centaine d'heures d'oxygène à bord. Mais encore pour cela, faudrait-il que la coque ne n'ait pas été crevée ou déformée. Nous n'avons malheureusement pour le moment aucun autre élément d'appréciation. L'annonce du préfet maritime fait l'effet d'une bombe. La Minerve a disparu depuis une trentaine d'heures. L'espoir s'amenuise. Mais les familles veulent y croire, ne songer qu'au meilleur. Comme Christophe Agnus, qui à Toulon a vécu dans l'admiration de son père, lieutenant de vaisseau et ingénieur en chef à bord de la Minerve. Courte carrière, mais carrière entièrement dévolue à son équipage de sous-mariniers. Mon père était quelqu'un qui était, c'était presque d'ailleurs un reproche qu'on pouvait lui faire,
très proche des hommes d'équipage. Il était l'ingénieur du bord, ça veut dire qu'il était au contact permanent avec les sous-officiers et les matelots. Et il avait un lien fort avec les hommes d'équipage. Il y en a qui l'a formé, qui donne des cours du soir pour les aider à passer des niveaux, etc. Donc il était très proche de ces hommes. Le respect du père, qui se décline aujourd'hui sous forme de souvenirs. Les années du bonheur familial et l'idée qu'au soir du 28 janvier 1968, ce bonheur ne peut pas disparaître en une poignée de secondes. Il faut tenir bon. Au moment où on annonce aux familles que le sous-marin ne répond pas, parce qu'au début on dit simplement ça, on n'a pas de lien, le sous-marin ne répond plus. Donc on se dit, tant que les réserves d'air n'étaient pas épuisées, il y avait de l'espoir. Tant qu'on peut trouver, on pense que les hommes peuvent encore être vivants, on cherche. 48 heures après la disparition de la Minerve, l'information occupe les ondes de toutes les radios. La Marine nationale a déclenché une immense opération avec tous les moyens dont elle dispose. Les recherches se sont poursuivies, elles ont duré toute la nuit. Il y a 52 hommes à bord et l'inquiétude est à son comble à Toulon. On était suspendus toute la journée au poste à écouter les nouvelles parce qu'on savait que si au bout de ces jours on ne les retrouvait pas, quoi qu'il se passe, ils ne reviendraient pas. Voilà. Alors on était suspendus pendant toute une semaine à cette catastrophe. Il faut bien reconnaître que la marine française risque malheureusement de connaître l'un des plus grands drames qu'elle ait connu depuis la guerre. Le 30 janvier, les recherches n'ont toujours rien donné. Mais un espoir demeure. Un sonar a détecté une masse métallique à basse profondeur. Et si c'était la Minerve? Le commandant Cousteau se propose d'intervenir pour assister l'opération. Il effectue une série de plongées avec la soucoupe, la SP-350, qui peut descendre jusqu'à 350 mètres. Pendant une seconde, on a eu une émotion, on se trouvait brusquement devant une muraille de fer. On a cru que c'était lui. Donc c'était une Mahone, une grosse Mahone de 8 mètres de haut, qui était coulée là depuis très longtemps. À quelle profondeur? 140. Malheureusement, avec les jours qui passent, l'espoir disparaît. Mais il reste quand même une chose à faire, c'est de trouver les causes. Même si c'est dans un mois, il faut retrouver cette épave. Il faut l'identifier, il faut savoir pourquoi elle a coulé. Il le faut. La télévision nous donnait des informations assez dures. Je mettais la télévision au moment des informations, mais c'était sans espoir, bien entendu. C'était la réalité, bien sûr. Je pense qu'il y a eu de l'espoir jusqu'au bout, jusqu'au moment où on se rend compte que ça ne sert à rien de chercher parce que de toute façon, on n'a plus d'urgence. Et bien sûr, les familles ont cru jusqu'au moment où la marine a officialisé le fait qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils y ont cru. Le silence des profondeurs signe donc l'arrêt de mort des 52 marins de la Minerve. Le 1er février, toutes les recherches en procédure d'urgence sont abandonnées. L'état-major déclare le sous-marin officiellement perdu. Il gît quelque part, au large de 2 rochers, qu'on appelle les 2 frères, probablement sur la plaine abyssale, après le plateau continental. Mais où? Et à quelle profondeur? Le 8 février 1968, à Toulon, tout le monde se voile de noir. Personne ne veut manquer la cérémonie en l'honneur des sous-mariniers. Ce que les militaires appellent l'adieu aux morts. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une foule absolument énorme. La place d'Armes est complètement occupée, les gens débordent dans toutes les rues adjacentes. Et c'est une foule qui ne bouge pas, c'est une foule qui est frappée de stupeur. C'est une foule qui attend on ne sait quoi, comme si encore un miracle pouvait se produire. Toulon était en deuil. C'était surprenant de voir les Toulonnais se joindre à notre peine, nous soutenir. Mais si Toulon est en deuil, c'est toute la France qui pleure ses marins. Ce 8 février 1968, Charles de Gaulle incarne l'Union nationale. Il est le président de la République, mais aussi le chef des armées.
vêtu de sa tenue militaire, il prend place sur un podium, face aux familles des victimes, écrasées de chagrin. On a salué en lui le chef de l'État et surtout l'homme qui incarnait la nation. Je me rappelle de ses traits tendus. C'est quelqu'un qui manifestement souffre. J'étais très émue, bien entendu, qu'il vienne nous donner un petit mot de réconfort. Mais j'avais le cœur qui tapait très fort et je me sentais pas bien. J'étais entourée par les amis de mon mari. J'avais conscience, bien sûr, que tout était fini, là. Que tout était fini. Mais j'ai participé aux cérémonies en étant à la fois, bien sûr, présente et mon esprit avec ailleurs, mon esprit avec mon mari. L'allocution de Charles de Gaulle est brève. Des mots qui évoquent avant tout le sacrifice de ceux qui viennent de mourir pour la patrie. Ces marins sont morts en mer. Ils étaient des volontaires, c'est-à-dire qu'ils avaient d'avance accepté le sacrifice et qu'ils avaient un pacte avec le danger. C'était très fort ce qu'il nous a dit, mais c'était très dur de nous dire « ils ont choisi ». C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que me disait mon mari. On a choisi. Il me l'a dit quelques fois, ça. J'avais du mal à entendre ça. Il y avait beaucoup de chaleur dans cette poignée de main. Beaucoup de chaleur, beaucoup de peine en nous regardant. J'ai senti quelqu'un qui voulait me dire soyez forte. C'est ce que j'ai essayé de faire après. C'est ce que je crois avoir fait après. Et ma mère était au premier rang parce qu'elle était veuve d'officier. Et je sais qu'elle m'a raconté que le général de Gaulle était arrivé vers elle, lui a serré la main et lui a dit je vous admire beaucoup. Et elle m'a dit j'ai jamais compris pourquoi il m'a dit ça. J'avais pas de raison d'être admirable. J'étais juste veuve. Donc j'avais rien fait. Voilà. Mais ça l'avait beaucoup marqué. Pourquoi suis-je admirable? Parce que mon mari est mort, quoi. Après avoir salué les familles, tout le monde imagine que le général va quitter la cérémonie et rejoindre Paris. Mais il brise le protocole. Une simple visite n'aurait pas suffi, dira-t-il plus tard. Dans cette ville qui ne vit que par et pour l'armée, il veut marquer l'histoire. Avant de quitter la base navale, il monte à bord du sous-marin l'Eurydice, un sous-marin qui est la copie conforme de la Minerve, pour une plongée au large de Toulon. Il est le premier président de la République à accomplir un tel geste. Martine Coustal n'était pas à Toulon le 8 février, trop jeune, écrasée par le chagrin de la mort de Marcel. Mais si elle n'a pas vu le général de Gaulle, le président de la République l'a en revanche considérablement aidé à reconstruire sa vie, malgré la disparition de son matelot. Le mariage à titre posthume, pour les sous-mariniers qui m'ont suivi pendant... J'ai été bien accompagnée par eux aussi, ça coulait de source. Donc il fallait absolument régulariser la situation pour que l'enfant puisse déjà porter le nom de son père et qu'il soit reconnu par la marine. Pour la première fois dans l'histoire de la marine française, un président de la République va autoriser un mariage avec une personne disparue. Une union posthume pour une femme qui n'arrive pas à faire son deuil. Pendant quelque temps, j'ai quand même espéré. Je me suis dit, il va revenir. On me le reverra peut-être un jour. Et je pense que j'en ai pris vraiment conscience quand j'ai accouché de mon fils. Voilà, puisque le mariage n'a pu se faire qu'après sa naissance. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé, parce que je cherchais le père partout et je le trouvais nulle part. Dans l'histoire de la Minerve, tout est décidément hors du commun. Ce sous-marin avait toujours attiré l'attention. À commencer par la télévision française, qui en novembre 1967 réalise un reportage sur les submersibles. Un exploit technique pour l'époque, et surtout des images exceptionnelles qui vont faire le tour du monde. Il y a 51 ans, la Minerve disparaissait au large de Toulon. L'histoire d'un sous-marin perdu corps et âme, avec ses 52 hommes d'équipage.
Quelques semaines avant son naufrage, une équipe de télévision avait filmé en direct les derniers instants de ces marins. En direct du sous-marin. La Minerve est un sous-marin de classe intermédiaire à haute performance de fabrication française dans la série des Daphné. C'est un submersible de 800 tonnes. Sur la passerelle, un officier de quart. La Minerve est parée à plonger au poste de combat. À bord de la Minerve, 50 hommes vivent. La vie à bord, 2 tiers de l'équipage travaille, 1 tiers se repose. Il se repose dans ses couchettes. En toute occasion, il règne un ordre, un calme qui surprend. Ces images sont donc exceptionnelles. En direct, par plusieurs dizaines de mètres de fond, elles montrent les derniers instants des 52 hommes de la Minerve. Électriciens, opérateurs radio, torpilleurs, barreurs, tous sont à leur poste. À commencer par James Gorelli, 23 ans. La Minerve est sa première affectation. Lors du reportage, il est présent à bord. Doté d'une ouïe exceptionnelle, il sera détecteur. Aujourd'hui, il vit à Lorient. C'est un des rares rescapés de la Minerve. Ça, c'est moi et Serge Gomez qui est à côté de moi. Il m'a beaucoup marqué parce que d'abord, c'est lui qui m'a appris mon métier, parce qu'on était toujours en permanence du matin au soir ensemble. Soit quand on était en mer, ou soit quand on était à quai. On avait une vie, j'allais dire, réduite de 52 personnes au travers d'un sous-marin pendant maximum 3 semaines. On se côtoyait en permanence. Alors certains lisaient, certains échangeaient, on mangeait tous ensemble. Il y a toujours une solidarité de sous-marin parce qu'on dépend tous les uns des autres. DSUV veille. Sonar veille. Intégré au sein des équipes de combat du Central Opération, James Gorelli occupe une place stratégique auprès du commandant. C'est lui qui doit identifier toutes les menaces sous-marines. Le but, c'était soit on écoutait le son et on pouvait dire au commandant s'il y avait un bruit au-dessus avant de faire surface. Pas de bruiteur à l'écoute. Pas de bruiteur au DSUV. Bien. Pas de bruiteur au sonar. Soit on émettait avec le sonar et si le son qu'on avait envoyé touchait quelque chose, on pouvait calculer après la distance et dire éventuellement, en écoutant les moteurs, si c'était un porte-avions ou une frégate, un cargo ou autre. Fin novembre 1967, quelques semaines avant le naufrage, les 52 marins de la Minerve regagnent leur port d'attache, la base navale de Toulon. À Noël, James Gorelli rentre chez lui pour des vacances bien méritées. À son retour, 3 semaines avant l'accident, il n'a qu'un rêve, rejoindre la Minerve. Mais il a été affecté sur un autre sous-marin. C'est donc à bord du Narval qu'il apprend le naufrage. Et malgré les funérailles qui viennent de se dérouler à Toulon, comme on n'a retrouvé aucun corps, James Gorelli se réfugie dans le déni. Un film repasse en me disant c'est pas possible, on est en temps de paix, on est au large de Toulon, j'ai fait des sorties en mer, je vois pas pourquoi d'un seul coup j'apprends que la Minerve a disparu. Donc imagination, je sais pas, je pense qu'il y a eu un brouillard qui est passé dans ma tête, mais sans plus, en me disant de toute façon on va les retrouver, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pour moi c'était impensable. Si James Gorelli imagine que ses copains sont peut-être sains et saufs, d'autres pensent la même chose, sur la base de théories aussi farfelues que délirantes. Le Dakar, un sous-marin israélien qui a coulé en Méditerranée, aurait été torpillé par un navire russe le 25 janvier, soit 2 jours avant la Minerve. Ce naufrage accrédite de folles hypothèses. La Minerve aurait-elle eu rendez-vous au large de Toulon pour livrer des missiles au Dakar? Les Soviétiques les ont-ils coulés? Ou pire, capturés? L'hypothèse la plus dingue à l'époque de la Minerve, c'était le fait que les Soviétiques l'avaient kidnappé pour l'amener en Sibérie. L'équipage était en Sibérie là-bas et puis ils avaient récupéré le sous-marin. Pourquoi pas voir un sous-marin français, comment il est fait? Il y a eu des hypothèses sur des mines, il y a eu tout au contraire. On a pensé, les gens ont dit oui, il s'est fait descendre par un Russe, il s'est fait couler ou enlever. Ma grand-mère est allée jusqu'à espérer regarder, s'intéresser aux extraterrestres. Ouais, c'est parce que quand vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas de lieu, vous accrochez à tout. La loi du silence fait aussi le jeu des charlatans.
l'histoire de la Minerve quitte les bonnes feuilles des magazines pour se noyer dans les boules de cristal. On a dit tout et n'importe quoi. On a vu les radiacisis s'en mêler. On a vu même les pythonisses aussi. Les pythonisses, les diseuses de Bonaventure. Ça, c'est le côté malsain avec un certain nombre de nos confrères qui se sont conduits comme des salopards. Comment la Minerve, ce bijou de technologie, 10 000 heures de plongée, avait-elle pu sombrer? Car cette série de sous-marins, les Daphné, imaginés et construits par des ingénieurs réputés comme les meilleurs au monde, étaient considérés par les Américains et les Soviétiques comme des modèles de navigation. Il faut voir que les Daphné, les gens ne s'attendaient pas à ce que les sous-marins disparaissent. Donc on pensait que ces sous-marins étaient fiables, on pensait que ces sous-marins étaient modernes. Donc il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de guerre. Donc tout ça fait qu'il n'y avait pas de raison qu'un sous-marin coule. Je me suis quand même posé toujours des questions. Pourquoi? Jusqu'à ce jour, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas parce que nous avons fait les cérémonies que ça s'est pas arrêté là. Pour moi, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Minerve a disparu? Qu'est-ce que le dernier carénage? Gigantesque opération de rénovation de la Minerve, terminée en octobre 1967, avait-elle réellement révélé? Quant au commandant de bord et à son équipage, ils avaient de la vie générale toutes les compétences requises. Des hommes au-dessus de tout soupçon. Alors quoi? La faute à la fatalité? Fatalité ou pas, l'urgence est toujours la même. Où est la Minerve? Six mois après le naufrage de la Minerve, l'état-major de la Marine nationale récupère les analyses d'un scientifique, le professeur Rocard. Ces données sont capitales, car c'est lui qui avait donné le matin du naufrage un rapport sur des ondes sismiques pouvant provenir de l'implosion de la Minerve. Ces nouvelles révélations permettent à la Marine nationale de circonscrire une nouvelle zone d'investigation au large de Toulon. L'opération recherche de la Minerve, baptisée Rominaire, peut commencer. C'est le commandant Philippe de Guilbon qui dirige la mission à bord de ce mini-sous-marin, l'Archimède, capable de descendre jusqu'à 11 000 mètres. C'est le noir quasiment absolu, mais c'est comme le ciel étoilé, si vous voulez. Il y a des points lumineux qui sont souvent des animaux plus ou moins luminescents qui traversent l'horizon noir, vous voyez. À cette profondeur, les recherches de l'Archimède sont très compliquées et extrêmement dangereuses. Pendant la recherche de la Minerve, tout d'un coup, j'ai un obstacle. Donc je dis, il y a un écho, on va voir. Et quand je m'approche un peu de l'écho, tout d'un coup, je dis ce que j'étais à froid dans la sphère, je dis top une mine. Et j'ai mis tout en arrière. Et puis, j'ai vu la mine qui est apparue dans mon champ de vision, qui s'approchait avec l'inertie. Le bathyscaphe, il est lourd. Donc, il a une force d'inertie importante. Et la mine s'est arrêtée à moins d'un mètre de mon hublot. Si j'avais eu le moindre bout de tôle, non, on n'a vu que des bâtiments qui ne pouvaient pas être la Minerve, ça c'est sûr, et on n'a jamais eu le moindre bout de tôle. Non, sinon on aurait trouvé. 6 mois de recherche, 18 descentes, un travail de fourmi. En vain. Impossible de retrouver la Minerve. Mais si le sous-marin reste introuvable, c'est parce que les analyses du docteur Rocard, très précises et en avance sur leur temps, sont difficilement exploitables avec les moyens technologiques de l'époque. Pourquoi on ne l'a pas trouvé? Parce que ça n'était pas à l'endroit où on est allé. Pour moi, c'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Je suis assez confiant dans le sonar qu'on avait et en plus, en visuel, on couvre quand même 20 mètres de large. Là où on nous a demandé d'aller, ça n'y est pas. À la fin de l'année, les familles apprennent qu'une commission d'enquête a rendu ses conclusions sur les causes du naufrage de la Minerve. 6 mois de travail et un rapport qui se termine sur ces quelques lignes. Rien ne permet d'imputer l'accident à une cause précise, des mois d'investigation et d'audition, mais aucun scénario susceptible d'expliquer la catastrophe.
Le rapport suggère pourtant d'améliorer la formation des équipages à la sécurité en plongée et de moderniser certaines caractéristiques techniques du bateau. Mais aucune modification n'est apportée aux autres sous-marins du type Daphné. Au moment de la tragédie de la Minerve, 8 submersibles du même modèle sont pourtant opérationnels. Et parmi ces sous-marins, l'Eurydice. Au printemps 1970, Patrick Mellet a 24 ans. Après avoir fait ses classes à Cherbourg, il est affecté à Toulon, où il embarque à bord de l'Eurydice comme électricien. 2 mois, de juillet à août 68, pendant lesquels il se lie d'amitié avec la plupart des membres d'équipage. Une histoire d'hommes et de marins. C'est pas le bateau par lui-même, parce que techniquement, c'est un bateau comme tous les bateaux, mais c'était l'équipage. Cet équipage-là, je ne suis pas le seul, parce qu'on était plusieurs à faire une subsistance sur ce bateau, et on a tous eu le souhait de revenir sur ce bateau. Donc, à l'issue de cours élémentaires de sous-marinier, je m'étais débrouillé pour finir premier, parce que je voulais à tout prix choisir mon bateau, et j'espérais retomber sur l'Eurydice. « 4 mars 1970. Alors que la Minerve a coulé depuis 2 ans et que sa disparition demeure un mystère absolu, une nouvelle page dramatique des sous-marins Daphné s'inscrit au large de Saint-Tropez. L'Eurydice, le sous-marin sur lequel le général de Gaulle avait embarqué 2 ans plus tôt pour rendre hommage à la Minerve, navigue pour un entraînement. À 7 heures, un premier contact avec un breguet atlantique remarque un nombre important de cargos dans sa zone. Un cargo 7 km, 30 gauche. À 7h23, l'Eurydice est toujours en contact visuel et sonore avec l'avion militaire. Mais à 7h25, Alerte. plus rien. Une disparition qui rappelle étrangement celle de la Minerve. 2 heures plus tard, la préfecture maritime de Toulon déclenche la procédure d'alerte. Peu avant midi, une vingtaine de bateaux sont déjà sur place pour démarrer les recherches. Dans la soirée, Christian Lecalard, patron torpilleur, un ancien de l'Eurydice, la gorge nouée, embarque sur la Doris pour poursuivre les recherches par 200 mètres de fond au large de Saint-Tropez. Moi, à mon avis, les recherches sont inutiles parce que, vu la cartographie et la position et le fond, c'était impossible. Le sous-marin était déjà parti en dessous de la limite de sécurité. Et ensuite, bon, on a appris par la suite qu'une implosion a été enregistrée, à peu près à l'heure de perte de contact de l'Eurydice avec l'avion. Après 48 heures de recherche, l'analyse d'une tache de gasoil permet d'établir qu'il s'agit d'un carburant de sous-marin avec une forte teneur en soufre, synonyme d'explosion. Il n'y a plus de doute. L'Eurydice et ses 57 hommes d'équipage sont perdus. Les investigations sont interrompues. 2 ans après, nous nous retrouvions dans la même situation. Donc, je disais, il n'y a pas de fin. Je disais, c'est sans fin. Ça n'arrêtera pas. C'était puis impensable que 2 ans après, la même souffrance recommence. Enfin, c'était un choc terrible, terrible. Pour les familles, c'était, je vais vous dire, insupportable. Alors que la marine n'a toujours rien révélé sur la disparition de la Minerve, un autre fleuron des submersibles gît désormais par le fond. Et si l'Eurydice avait eu les mêmes problèmes que la Minerve 2 ans plus tard? Erreur humaine ou défaillance technique? La question reste sans réponse. On savait qu'il avait une batterie qui était défectueuse, qui dégageait pas mal d'hydrogène. Vous aviez des flexibles de barre qui étaient aussi bien fatigués. Donc ça peut être des éléments qui peuvent rentrer dans les problèmes d'avarie. Et si les causes du naufrage
se dissimulait ailleurs que dans les profondeurs. Et si le moment fatal coïncidait avec l'instant où l'Eurydice remontait à la surface? Pour moi, je suis parti sur l'idée que c'était le Tabarka qu'il avait touché en remontant, et puis qu'ils ont coulé et qu'ils sont partis en profondeur, quoi. Moi, je suis resté sur cette base-là, parce qu'au niveau équipage, je ne pense pas que le bateau avait possibilité de couler tout seul. On avait peut-être des problèmes mécaniques, tout ce qu'on veut, mais pas des problèmes à rester au fond, quoi. L'hypothèse la plus vraisemblable, la collision avec un cargo tunisien, le Tabarka. Un cargo qui naviguait juste au-dessus de l'Eurydice, le 4 mars, vers 7 h du matin. On a fait arrêter le Tabarka à Marseille, on l'a mis dans un bassin et on est allé voir sa coque. Et effectivement, il y avait des traces sur la coque du Tabarka, mais les membres de la commission d'enquête, dont je ne faisais pas partie, ont estimé que ce n'était pas suffisant comme trace pour désigner le Tabarka responsable de la perte de l'Eurydice. Des rayures, certaines assez profondes, des éraflures, mais rien de vraiment probant. Si ce n'est l'hypothèse que le sous-marin ait pu être aspiré par le déplacement du Tabarka et piqué du nez très rapidement. Après l'échec des recherches dans la marine française, l'État fait appel à l'US Navy. Dans cette opération, le Mizar est le bateau de la dernière chance. Le 22 avril, l'épave de l'Eurydice est repérée par 1000 mètres de fond. Le sous-marin est planté à 30 degrés, dans une pente très abrupte. Une épave localisée, mais toujours les mêmes questions. Que s'est-il passé? Les clichés du Mizar qui confirment que c'est bien l'Eurydice qui gît par le fond n'en disent pas assez sur les causes de l'accident. La plupart des débris sont concentrés dans un cercle d'une centaine de mètres, mais aucune photo n'accrédite la thèse d'une collision avec un cargo en surface. La mission du Mizar achevée, c'est ce bathyscaphe jaune, l'Archimède, qui prend le relais pour photographier l'Eurydice. En mai 70, le commandant Philippe de Guibon effectue sa première descente par 1000 mètres de fond. Mais cette fois-ci, il sait exactement où placer son bathyscaphe. Et ce qu'il va découvrir à travers son hublot est stupéfiant. On reconnaît l'épave de l'Eurydice qui est piquée dans le fond. Il en sort à peu près un tiers, c'est la partie arrière, ce qui est normal puisque le sous-marin part en général comme une torpille. Donc c'est une sorte de bombe qui arrive sur le fond et qui fait un cratère. Quand vous avez 100 km/h et derrière vous avez 800 tonnes ou 1000 tonnes, eh ben, je peux vous dire que ça fait des dégâts. C'est équivalent à une bombe de TNT. Hein. J'avais une grande émotion par rapport aux personnes qui étaient à l'intérieur du sous-marin. Parce que je savais qu'ils étaient à l'intérieur du sous-marin et j'ai pas arrêté d'y penser. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que donc on a fait ces inspections avec toujours en souvenir que, disons, c'était un tombeau, quoi, hein. Et donc avec beaucoup de respect. On savait que nos camarades étaient dedans. Oui. Et ça, vous y pensez tout le temps. Pleurer, ça m'est arrivé tout de suite, hein, parce que là, j'ai vu qu'effectivement, c'était fini. Et pendant quelques temps, quand même, j'ai eu du mal à accepter, en disant, c'est pas possible, pourquoi, comment. J'avais quand même du mal à accepter que le bateau soit au fond. La Minerve et l'Eurydice, 2 tragédies. 106 morts en 2 ans. Et autant de familles dans la colère, le doute et la désespérance. J'en ai voulu à l'armée. Quand on a appris que le dossier était classé confidentiel défense, on s'est mis dans la tête qu'on nous cachait quelque chose, qu'il était arrivé quelque chose de pas normal à ce sous-marin et qu'on ne saurait jamais la vérité. Ce que je voudrais vraiment savoir, c'est ce qui s'est passé, bien sûr, parce que ça, moi j'y pense tous les soirs en me couchant. Et je me réveille tous les matins en me demandant est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il a pensé à moi, est-ce que ça a été long, est-ce qu'il s'en est rendu compte. Après l'accident de la Minerve et de l'Eurydice, le problème ne viendrait-il pas des sous-marins de type Daphné?
Car un troisième submersible de la même série a lui aussi failli couler. La Flore. Ce sous-marin est aujourd'hui à la retraite, après avoir parcouru 320 000 milles nautiques, soit 3 fois le tour de la Terre. 800 tonnes. Une coque apparemment en bon état. C'est aujourd'hui l'attraction principale du musée des sous-marins de Lorient. Georges Kervokian, ancien ingénieur à la direction des constructions navales, a lui-même participé à la création des Daphné. Il est aussi l'auteur d'un livre référence sur les accidents de sous-marins. Aujourd'hui, rien n'a changé ou presque dans la Flore. Quasiment une relique, un lieu de pèlerinage. Ce submersible qu'il connaît comme sa poche va nous permettre de comprendre ce qui s'est peut-être passé à bord de la Minerve. Pour comprendre le naufrage de la Minerve, nous sommes à bord de la Flore. Un sous-marin qui lui est en tout point identique et qui a failli connaître le même sort. Tout comme la Minerve, la Flore a failli couler le 29 juillet 1971 vers 10 h. Ce matin-là, le sous-marin navigue au Schnorchel, le tube qui permet d'alimenter en air les moteurs diesel. En une poignée de secondes, l'exercice tourne en scénario catastrophe. La Flore était au Schnorchel, la mer était mauvaise, et il a embarqué beaucoup d'eau par le tube du Schnorchel, et par les conduits, ça a noyé les diesels et les moteurs électriques. Le bateau s'alourdissait et il descendait en immersion, il se voyait perdu. Et la seule solution qu'a trouvé le commandant, c'est de larguer les plombs de sécurité. Ça n'avait jamais été fait encore. Les plombs de sécurité, c'est l'ultime garde-fou. Situés sous la coque du navire, d'un poids de 8 tonnes, ce sont eux qui, une fois lâchés sous l'eau, empêchent le sous-marin de sombrer. Il y a eu la commande de largage des plombs de sécurité, mais les plombs n'ont pas été largués immédiatement. Il a fallu que le sous-marin retrouve une position d'assiette zéro, si on peut dire, pour que les plombs se libèrent. Et le sous-marin est remonté à la surface. Dans le cas de la Flore aussi, le largage des plombs de sécurité n'avait pas été opérant. Le bateau coulait. Hein. Le bateau coulait. Vous pouvez perdre encore la Flore. Mais si la Flore a lâché ses plombs, pourquoi la Minerve et l'Eurydice n'ont pas tenté la même manœuvre? Que s'est-il produit à bord pour empêcher les équipages de tenter les opérations de la dernière chance? Pour la Minerve, il y avait des points qui ont pu intercéder dans la perte de la Minerve. Il y avait par exemple le fait que c'était la fin d'un quart de nuit. Il était vers 8 h du matin. 8 h du matin, c'est le moment de la relève. Il y a une mer forte, très grosse mer. Le sous-marin est au Schnorchel. Il a pu y avoir un alourdissement important à ce moment-là. Les gens qui étaient de quart ou qui prenaient le quart n'ont eu peut-être un temps de réaction beaucoup plus lent par rapport à la relève de quart. Et à ce moment-là, après 20 secondes, c'est 20 secondes de trop. Il faut réagir entre 20 et 30 secondes. Après ça devient problématique. Georges Kervokian ne croit pas une seule seconde à cette hypothèse. Pour une raison toute simple. Il n'était pas au Schnorchel à 7 h 55. Et de mon point de vue, dans la logique de décès, il plonge et il veut rejoindre les 300 mètres pour se cacher. Georges Kervokian a enquêté pendant des années sur le drame de la Minerve. Il est convaincu que l'incident s'est produit non pas en surface, du fait d'une entrée massive d'eau dans le sous-marin, mais à l'instant précis où la Minerve entre en immersion pour rejoindre les 200 mètres. Profondeur qui correspond à la simulation d'une opération d'attaque d'un submersible ennemi. C'est à partir de là, 7 h 55, qu'on ne sait pas ce qu'a fait le sous-marin. Mais on sait quand même que 4 minutes, 20 secondes après, il a atteint l'immersion de destruction.
Est-ce que c'est un alourdissement, comme on a supposé, du Schnorchel, ou c'est une manœuvre de barre qui a mal tourné, ou si on peut dire une avarie de barre arrière qui fait que le bateau n'a pas pu se rattraper avant d'atteindre les 300 mètres et il est descendu plus bas pour atteindre la dimension de destruction qui est de l'ordre de 600 mètres. Si Georges Kervokian évoque l'avarie de barre arrière, c'est qu'un autre sous-marin, la Galatée, avait déjà connu ce type de problème, mais en 1962. 6 ans avant la Minerve, la Galatée avait failli couler en une poignée de secondes du fait du blocage d'une pièce maîtresse du bateau. La Galatée navigue au Schnorchel. Sa vitesse est de 15 km/h. Le bateau vient de s'alourdir de 4 tonnes d'eau. La barre arrière se bloque soudainement. L'inclinaison du sous-marin est très forte, 50 degrés. Le maître de quart a les pires difficultés à fermer le Schnorchel. La pointe du sous-marin s'accroît encore. Impossible pour le personnel de quart de manœuvrer les moteurs électriques pour faire remonter le bâtiment. Sans cette manœuvre, le sous-marin aurait poursuivi sa descente pour imploser à 600 mètres de profondeur. La Galatée se stabilise finalement et remonte à la surface. Le sous-marin ne coulera pas, mais son sort s'est joué en 20 secondes. Si l'équipage a réussi à sauver son bateau, pourquoi d'autres sous-mariniers n'ont pas réussi à faire les mêmes gestes à bord de la Minerve et de l'Eurydice? Les réponses viennent des commissaires enquêteurs, qui relèvent dans leur rapport, outre les problèmes de Schnorchel et de barre arrière, que les manipulations des moteurs sont parfois compliquées à exercer. À l'époque, la manœuvre qui permettait de sauver les sous-marins consistait à mettre les moteurs en machine arrière toute. Mais la commande pour cette opération pouvait entraîner des erreurs. Ainsi, à plusieurs reprises, des sous-mariniers ont propulsé leur sous-marin en avant toute au lieu d'en arrière toute. Cette manœuvre en arrière toute pour chacun des moteurs nécessitait à l'époque 5 opérations successives sur 3 volants différents et dans un ordre extrêmement précis. Ces mêmes rapports enfoncent le clou en affirmant ainsi que les sous-marins Daphné ont d'autres points faibles. Problème de Schnorchel, problème de ballast, problème de batterie. Autant d'accidents graves qui auraient pu entraîner le naufrage de la Minerve. Ces bâtiments de haute performance étaient faillibles. Alors pourquoi ce silence? Tout se passe comme s'il fallait que la Marine nationale se dédouane de toute responsabilité. En pleine guerre froide, il fallait sans doute éviter des questions qui fâchent. Est-ce que c'est l'histoire du commercial en disant si on dit qu'un sous-marin ne marche pas, il y avait les Sud-Africains, il y avait les Portugais, il y a les Pakistanais qui achetaient des sous-marins. On s'est dit, si on leur dit qu'il y a eu ça et ça, peut-être qu'ils vont dire bon, on n'en veut plus. C'est une cause plausible. Bon, les marines étrangères qui avaient acquis des sous-marins du type Daphné se sont posé des questions. On leur a montré quelles étaient les améliorations possibles. Ils ont adopté nos recommandations pour l'amélioration des sous-marins. C'était des sous-marins de haute performance. Ils avaient des insuffisances qui ont été rattrapées. Dans les années qui suivent, tous les sous-marins de type Daphné sont profondément modifiés et modernisés. Mais beaucoup trop tard. Des simulateurs d'incidents permettront même aux équipages d'affronter toutes les avaries potentielles, au point qu'il n'y aura plus aucun naufrage. Mais ces informations ne circulent que dans le petit monde très clos de la Marine nationale. Les familles sont tenues dans l'ignorance absolue. J'étais absolument au courant de rien. Je vais vous dire, on a été complètement lâchés. Les autorités s'imaginaient que l'on pouvait continuer notre vie et oublier, comme si il ne s'était rien passé. La Minerve est partie, elle a disparu, les familles continuent leur vie, et puis, eh bien, ben, non, il n'y a plus rien à dire, on ne sait pas où aller.
À partir du début des années 70, l'armée ne dira plus un mot sur la Minerve. Un silence de plomb qui va durer plus de 30 ans. La tragédie qui avait ému la France entière est donc oubliée de tous, de toutes, sauf des familles. Il faudra un naufrage au bout du monde pour relancer l'affaire de la disparition de la Minerve. En août 2000, les autorités russes posent une chape de plomb sur le sous-marin Kursk qui vient de couler. Un secret qui n'est pas propre à la Russie. Le journal Le Monde dénonce cette omerta. Mais il rappelle aussi qu'on ne sait toujours rien d'un submersible coulé corps et âme 32 ans plus tôt, au large de Toulon, la Minerve. Deux hommes, Hervé Faure et Christophe Agnus, fils du commandant de la Minerve et son second, vont bouleverser la hiérarchie des militaires pour dénoncer cette loi du silence. J'entends parler de temps en temps de découvertes d'épaves de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. On retrouve des bateaux qui ont disparu depuis parfois des siècles. On se dit, ça serait quand même... peut-être qu'un jour, on retrouvera la Minerve, mais si ça se passe comme ça sera peut-être en 2200, 2300, et je ne serai plus là. Quand j'ai 20 ans, je commence à me dire, c'est bizarre qu'on ne sache rien. Je ne me satisfais pas de questions sans réponse. À partir des années 80, j'écris systématiquement à peu près, pas tout à fait, mais quasiment tous les ministres de la Défense et à chaque nouveau président. J'ai écrit en demandant est-ce que peut-on lever le secret militaire sur le dossier de la Minerve et honnêtement, je n'ai jamais de réponse. Christophe Agnus tente sa chance une dernière fois auprès de Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu. Le président de la République accepte presque aussitôt. Je passe une après-midi à fouiller tout ça, à lire tout ça. Et le commandant me dit d'ailleurs, écoutez, on a tout regardé à la demande du chef d'état-major, du président, et on ne voit pas pourquoi c'est classé secret défense. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériel secret défense dedans. Mais Christophe Agnus est le seul à avoir cassé le secret défense. Et seul, il ne peut rien faire, ou presque. Il faut attendre 10 ans pour qu'enfin les familles s'unissent pour en savoir plus. Car ces familles-là n'oublient jamais leurs morts. Leurs noms sont gravés dans le marbre du mémorial en leur honneur. Elles s'y retrouvent régulièrement, mais elles ne sont jamais très nombreuses à se recueillir, jusqu'à la commémoration du 50e anniversaire de la Minerve. Là, il y a un événement qui ne s'était jamais produit depuis 68. Les familles se retrouvent. Et ça va tout changer. Ça va tout changer parce que on va se parler, on va se rendre compte qu'on a tous vécu la même chose. Les discours officiels s'enchaînent, toujours les mêmes mots, jusqu'au moment où Hervé Fauve s'approche pour prononcer quelques paroles qui vont tout changer. J'ai été le seul à être applaudi quand j'ai évoqué le fait qu'on voulait savoir. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'allais dire, c'est véritablement là le déclic. Beaucoup de familles ont travaillé sur ce dossier, chacun de son côté, tout en étant oubliés de la marine. Et c'est grâce à Hervé, en définitive, on a formé un bloc et ça nous a permis d'avancer et puis d'obtenir tout ce qu'on a obtenu jusqu'à aujourd'hui. Nous, on est là avec notre chagrin et notre peine, mais c'est terrible de pouvoir imaginer leurs derniers instants. Effectivement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On s'aperçoit qu'on est tous d'accord entre nous, et même si certains sont plus convaincus que d'autres qu'on a une chance de succès, on parle d'une seule voix. Et ça, c'est très important parce que c'est sans doute la première fois depuis 1968 qu'on est aussi nombreux à vouloir avancer ensemble dans la même direction. Et on fait une première demande de levée du secret défense signée par, je crois qu'il y avait 17 familles signataires. Là, c'est le président Macron qui accepte la requête. À la suite de ces études, je dis pas ça pour faire plaisir, mais les plus hautes autorités de la marine ont fait leur job. Hein. Ah ouais, ils ont fait leur job.
tout ce qu'on pouvait faire à l'époque a été fait. Mais ce qu'on comprend moins bien, c'est quand on a pris connaissance de ces documents, qui ne révèlent pas de choses absolument impossibles à communiquer, pourquoi on a attendu 50 ans pour nous dire qu'on pouvait y aller, quoi. La découverte de l'épave du sous-marin San Juan, le 16 novembre 2018, à 400 km au large de la Patagonie, se révèle précieuse pour les familles des victimes de la Minerve, qui peuvent enfin repartir au combat. Là, j'appelle Hervé et je lui dis, écoute, j'ai écrit un texte, est-ce qu'on peut le signer ensemble? Et on l'adresse à la presse et on l'adresse aussi au ministère. On dit simplement, comment se fait-il que les Argentins ont cherché pendant 1 an non-stop pour retrouver le San Juan et que nous, on a fait une dizaine de semaines de recherche, point final, et que ça a arrêté depuis 50 ans. Pourquoi on ne peut pas retrouver la Minerve? Et ça, c'est très important parce que d'abord, cette interpellation a eu beaucoup d'écho médiatique. Là, j'ai le sentiment qu'on a fait un pas décisif et qu'on ne lâchera plus jamais le morceau. C'est-à-dire que même si on nous répond non, on reviendra à la charge, on reviendra. Et là, je dirais que si on attend depuis 50 ans, on est capable d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on ne lâchera plus le morceau. Dévastés par l'annonce de l'arrêt des recherches un soir de l'hiver 68, les mêmes hommes, femmes, enfants ou petits-enfants se retrouvent le 3 juillet 2019 devant la préfecture maritime. 51 ans ont passé. Les visages sont apaisés, les esprits libérés. Les familles viennent d'apprendre que de nouvelles recherches de grande envergure vont démarrer. Quand on annonce la reprise des recherches, c'est un truc, franchement, un grand bonheur, quoi. Enfin, c'était enfin, on y va. Honnêtement, je peux dire que je pensais qu'on reprendrait jamais les recherches. Là, on s'est dit, ça y est, la marine commence à avoir des sentiments pour nous, les familles. On est dans le mystère, c'est vrai, mais il y a des mystères qui ont besoin d'être éclaircis. Et aujourd'hui, c'est pas un soulagement complet, mais c'est une étape importante qui a été franchie. Ça veut dire que ça représente un espèce d'achèvement ou un peu le bout d'un tunnel. À partir du moment où ce processus a été engagé, on a envie que ça aille au bout. Et moi, j'attends une cérémonie, quelque chose de solennel, d'officiel, qu'on aille sur place, qu'on se recueille. C'est ça que j'attends, plus qu'autre chose. Pour moi, j'aurais envie de dire, c'est enfin, vous nous avez attendus, on est arrivés. Ça fait 50 ans qu'on vous a cherché, c'est le moment, c'est le moment qu'on attendait depuis si longtemps pour vous dire un dernier adieu. Remue-ménage à la préfecture maritime. Télé, radio, journaux espèrent grappiller la bonne info. Le scoop de l'année. Comprendre enfin où se trouve la Minerve. C'est le capitaine de vaisseau Thomas Guéry, le responsable des recherches, qui répond aux questions des reporters. 21 ans de carrière, longtemps pacha de sous-marin nucléaire, Thomas Guéry a du culot et de l'imagination. En février 2019, c'est lui qui retrouve les carnets et les calculs du professeur Rocard, complètement oubliés aux archives de la marine. Un savant qui, le jour de la disparition de la Minerve, avait repéré une onde sismique très violente au large de Toulon. Voici le document qui montre les enregistrements sismiques faits par les stations inter le jour de l'accident, donc le 27 janvier. Ce document, c'est ce document que j'ai retrouvé donc, au fort de Vincennes, au service historique de la Défense. Et c'est à partir de l'analyse des différents signaux que le CEA, avec les moyens actuels, a pu restreindre de façon significative la zone de recherche. Les travaux du professeur Rocard et le coup de génie du commandant Guéry, associé au savoir-faire du commissariat à l'énergie atomique, donnent une zone de recherche qui est a priori immense, au large de Toulon. La zone, vous voyez, si je porte ma main, c'est à peu près 100 km². C'est à peu près la superficie de la ville de Paris. Ça reste un travail délicat pour des drones qui vont travailler de façon autonome. Mais à y regarder de plus près,
la zone position de la Minerve par 2300 mètres est quasiment sous nos yeux. Le carré vert correspond au carré trouvé par le CEA, donc par les mesures sismiques. Cette zone en pointillé et de couleur bleue, c'est la zone de présence possible établie à partir de l'avion. Et puis, le secteur dans lequel le sous-marin doit conduire son exercice. Donc, vous voyez, corrélation de 3 indices. Et si notre analyse s'avère exacte, et encore une fois, il faut vraiment rester prudent, mais il y a de fortes chances que le sous-marin soit retrouvé à une position à proximité de cette position. C'est une probabilité très forte, c'est de l'ordre en effet de 9 chances sur 10, on va dire. Il aura donc fallu attendre 51 ans. La ténacité des familles, les progrès de la technologie, pour découvrir enfin l'endroit où la Minerve a de grandes chances de se trouver. Il y a un demi-siècle, les secours l'ont donc cherché au mauvais endroit. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de jours pour enfin la repérer. Les recherches démarrent dès le lendemain, le 4 juillet 2019. Direction sud-sud-ouest, à 25 000 nautiques du Cap Sissier. C'est l'Antea, un navire de l'Ifremer, qui effectue la première campagne de recherche. 9 jours au total d'investigation intensive, à l'aide de ces drones de type Aster X, capables de plonger jusqu'à 2850 mètres, en totale autonomie. Ce sont eux qui doivent balayer les fonds pour restreindre les surfaces de recherche jusqu'à l'éventuelle découverte de la Minerve. Des véhicules sous-marins bourrés de haute technologie. Il faut savoir qu'un engin autonome qui plonge même seulement à quelques centaines de mètres sous la surface de la mer n'a pratiquement aucun contact avec la surface. Et de ce fait-là, est plus isolé qu'une fusée qui va sur la Lune. Nous avons en dessous les antennes ici d'un sondeur multifaisceau. Et c'est ce sondeur multifaisceau qui a permis de cartographier la zone de recherche avec une très très grande précision. Donc on produit 400 sondes, environ 10 fois par seconde. Ça fournit une très grande densité de points qui permettent de restituer une surface trois-dimensionnelle, une topographie très détaillée du fond, dans laquelle on peut apercevoir des objets qui ne sont pas plus grands qu'1 mètre. Du 4 au 13 juillet, les drones de l'Antea ont répertorié et cartographié des dizaines de kilomètres carrés de fonds marins, sans aucun succès. Mais leurs relevés sont d'un précieux secours. Ils ont préparé le terrain au Seabed Constructor, le bateau qui, 1 an plus tôt, avait découvert le sous-marin San Juan en Argentine. Il peut désormais se placer à l'aplomb d'une zone où les techniciens du navire et les ingénieurs de la marine ont la quasi-certitude de repérer l'épave. Ce qui semble être la Minerve a été repéré. Mais il faut vérifier qu'il s'agit bien de la bonne épave. Les techniciens du Seabed Constructor envoient des robots téléguidés pour s'en approcher le plus près possible et la filmer en direct. Hey, go ahead, Alex. Yeah, on deck there's 2247, which is about 100 meters off seabed. We're just spinning out. Tension à bord. D'un côté, les équipes américaines du Seabed Constructor, de l'autre, les ingénieurs de la Marine nationale qui scrutent en direct les images des robots sous-marins. Quelques heures plus tôt, ils ont repéré une série de débris éparpillés sur 300 mètres. Les échosonars révèlent la présence d'importantes masses métalliques. Mais au large du Cap Sissier, le plateau continental est tourmenté. Difficile pour les caméras du Seabed Constructor de tout capter. 2000 mètres, 2100 mètres, 2200 mètres. À 19h10, dans la nuit noire de la Méditerranée, les projecteurs du robot éclairent un premier bout de tôle. Puis un second. Enfin le massif, totalement déchiqueté. Sur la partie supérieure, 3 lettres peintes en rouge. MIN. Plus bas, le S de sous-marin. La Minerve, disparue le 27 janvier 1968, a enfin été retrouvée.
J'ai ressenti une émotion extrêmement intense. Pour donner une image, c'est un peu comme si je venais d'apprendre la disparition de mon père. Ça a été sans doute aussi fort. Comment on se sent, c'est difficilement explicable, en fait, parce que c'est un mélange de bonheur, mais c'est terrible de dire ça. On est heureux d'avoir trouvé une sépulture. Enfin, c'est un peu terrible de dire ça. Donc, de joie, une sorte de joie mélangée de tristesse, mélangée de soulagement, parce que la recherche s'arrête, mélangée de vide. L'émotion des familles d'un côté, la surprise des journalistes de l'autre. Retour à la préfecture maritime. Encore plus de caméras, de micros, stylos que quelques semaines plus tôt. Cette fois-ci, c'est l'amiral en personne qui prend la parole. Nous avons retrouvé le sous-marin Minerve dans la soirée d'hier soir, à 45 km au sud de Toulon, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres plus au sud que les endroits où elle avait été recherchée dans les années 68. Mais une question occupe toutes les lèvres. Est-ce qu'il y a un espoir que les photos, les éléments donnent une explication définitive à ce qui s'est passé? Pour moi, ce n'était pas le sujet pour moi. Le sujet, c'était de retrouver la Minerve et de donner aux familles une vraie sépulture maritime. Mais si ce n'est pas le problème de l'état-major, c'est bien celui des familles. Hervé Fauve veut désormais savoir pourquoi et comment la Minerve a coulé. Pour y parvenir, une seule solution, la création d'un comité d'experts. D'anciens sous-mariniers qui, pendant des mois, vont passer et repasser en boucle des images de l'épave pour essayer de comprendre. Leur première conclusion, remettre en cause toutes les hypothèses imaginées depuis 51 ans. Le scénario de l'avarie de barre arrière est de plus en plus écarté puisque l'inclinaison de la barre arrière sur l'arrière du sous-marin, qui est à peu près intacte, ne correspond pas à une orientation qui serait celle d'une barre qui aurait été hors de contrôle et qui aurait sans doute penché fortement. Elle est, selon les experts, à l'horizontale et cela montre qu'elle était en état de fonctionnement normal lorsque l'accident s'est produit. Le scénario Schnorchel aussi semble être écarté, puisque lorsqu'un sous-marin plongeait, il rentrait ce qu'on appelle les aériens, c'est-à-dire les périscopes, les antennes, et il y avait une façon de les rentrer, je dirais, propres, et on s'aperçoit sur les photos que tous ces aériens ont été rentrés conformément aux règles qu'ils devaient respecter. Les experts en marge de toute mission officielle s'attellent à un travail de titan. Image par image, ils scrutent les moindres structures de la carcasse de la Minerve. Ils remarquent très vite que certains de ces éléments sont intacts. Mais pourquoi? Et si la Minerve avait heurté un container, un cargo, voire un autre sous-marin en remontant à la surface? On est à peu près certain qu'ils n'ont pas largué les plombs. Donc tout ça amène à penser qu'on doit travailler sur un scénario où l'équipage n'a pas le temps de réagir. Et comme m'ont dit plusieurs marins, si je sais que ma peau est en jeu, je trouve les forces et les ressources nécessaires pour agir. Et donc je ne vais pas me regarder mourir sans rien faire. Le verdict des experts finit par tomber. Si les sous-mariniers n'ont eu ni le temps ni les moyens de réaliser les manœuvres classiques, c'est que l'effet de surprise a été total à bord de la Minerve. S'il y a eu explosion, l'endroit le plus vraisemblable pour l'explosion, ça serait au niveau des batteries qui se situent sous le poste opérationnel du sous-marin. C'est-à-dire que s'il y a explosion de batterie qui dégage de l'hydrogène, à ce moment-là, les premiers à être tués, outre ceux qui sont à côté des batteries, ce sont ceux qui sont au-dessus et qui, en quelque sorte, pilotent le sous-marin. Et donc, si l'explosion est violente, il n'y a plus personne pour piloter le sous-marin. Si l'hypothèse d'une collision n'était pas retenue, voici donc comment les choses se seraient passées si le scénario imaginé par Hervé Fauve et les experts s'avérait exact. À 7h55, le sous-marin navigue à fleur d'eau. Il n'est qu'en immersion périscopique. À 7h57, le sous-marin commence sa plongée pour se positionner entre 200 et 300 mètres. La batterie qui se trouve dans la partie inférieure des submersibles, juste sous le centre opérationnel, explose.
Une série d'incendies se déclenche à bord. Les commandes du sous-marin ne répondent plus. La Minerve atteint alors une inclinaison de 60 degrés. À 7h59 et 23 secondes, elle implose à 600 mètres. La partie centrale et son massif sont déchiquetés. La Minerve se disloque en 3 morceaux. L'étrave et l'arrière du sous-marin ne sont pas vraiment détruits. Il flotte avant de sombrer vers le fond. L'heure est désormais au recueillement. Et c'est sur le porte-hélicoptère Le Tonnerre que les familles vont rendre un dernier hommage à leurs proches. Pour moi, ça va être dur parce que ça fait 51 ans que j'attends de savoir où est mon frère. Toutes ces années, je suis venu me recueillir sur le monument et je regardais au loin la mer. Et je me disais, François, t'es où? Tu es où, François? Et aujourd'hui, je sais où il est. Il est là, en face. Et je vais aller le voir au plus près de sa sépulture avec ses camarades. Une traversée de 45 km vers le grand large, direction le point précis où la Minerve a été retrouvée le 21 juillet. Ils sont tous là sur le pont, le regard déjà tourné vers l'horizon. Une ligne infinie sur laquelle les familles ont 1000 fois posé leurs yeux sans jamais recevoir le moindre écho de leurs disparus. Tout le monde est là, ou presque. Il n'en manque qu'un. James Gorelli, l'homme qui rêvait de rejoindre la Minerve après ses classes, celui qu'on appelle parfois le rescapé, regarde le Tonnerre s'éloigner. Il n'a pas souhaité être auprès des familles qui arpentent le pont, un peu plus loin, plus haut. Me concernant, je considère que c'est pas ma place. Certes, j'avais des camarades avec qui j'ai navigué, mais aujourd'hui, c'est la place des familles. Pour eux, je crois que c'est un soulagement, c'est peut-être un grand mot, mais c'est de se dire, ça y est, bon, ils sont là, ils reposent en paix. J'espère pour eux et que eux, ça va apaiser leur douleur, parce que la douleur, elle existera toujours, de toute façon. Florence Parly, la ministre de la Défense, a tenu à être présente. Protocole oblige, salutations aux marins, famille en rang serré. Tout est réglé à la seconde près, jusqu'au discours. Tous les moyens sont alors mis en œuvre pour retrouver la trace de l'équipage. Aujourd'hui, au nom de toutes leurs familles, de tous leurs amis, de tous leurs... Les derniers mots d'Hervé Fauve résonnent comme la fin d'un ultime combat. Le sien et celui de 51 familles. Et nous sommes venus vous faire ce dernier adieu que vous, comme nous, attendions depuis si longtemps. Adieu. Si près, et pourtant si loin à la fois. James Gorelli, lui, pense à ses copains, juste en aplomb de la Minerve, quelques milliers de mètres plus bas. Le fil est renoué avec eux. Enfin, c'est imagé, parce que j'ai la chance, moi, d'être en vie. Le fil d'Ariane, je pense qu'il est là avec eux. Enfin, mes pensées, à l'instant même, c'est pour eux qui sont tous au fond de cet océan, quoi. Un dernier adieu aux morts sur le pont du Tonnerre et des roses, des bouquets de fleurs qui basculent vers la mer. Et si la mer se refermait définitivement sur la Minerve? Comme un silence éternel, un mythe, un secret, pour laisser 52 marins reposer enfin en paix. Le mystère de la Minerve,
peut-être qu'il va rester. Il va peut-être continuer le mystère de la Minerve. Parce que aujourd'hui, ok, on sait où il est, on a fait des photos, mais que s'est-il passé le 27 janvier 68 ? Peut-être qu'on ne le saura jamais ce qui leur est arrivé vraiment et ce qu'ils ont vécu.